Si Les Dents de la Mer, The Fog et Twin Peaks avaient un bébé, ça serait Widow's Bay. Et c'est peut-être déjà l'une des meilleures séries de l'année. What town doesn't have a checkered past? Was there cannibalism? No. I don't think that's right. Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette critique de Widow's Bay. On fait beaucoup dans le lancement sur Cinéphage, mais on aime bien ça, alors c'est parti. Widow's Bay est une nouvelle série sur Apple TV qui est sortie en mai 2026 et qui a eu un très fort succès à tel point qu'elle a été renouvelée déjà pour une saison 2, donc tous les amateurs de la série sont aux anges. C'est une série de 10 épisodes qui raconte l'histoire principalement de 3 personnages qui se trouvent sur une petite île, la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, et qui vont faire face à des phénomènes paranormaux, vu que leur île elle est quand même bien hantée. Elle est bien hantée, cette petite île, quand même. Alors, c'est une série qui a un côté quasiment anthologie de l'horreur. Anthologie parce qu'elle est bourrée de références, elle est bourrée d'inspiration d'autres films d'horreur, d'autres séries, d'autres œuvres. Mais chaque histoire, chaque épisode est vraiment lié, ça raconte une seule et même histoire. Donc on l'a dit, 3 personnages principaux. Le premier, Tom Loftis, c'est le maire de la ville, c'est le maire qui a du mal à se faire accepter, c'est le maire qui est dans une relation difficile avec son fils, qui est un peu dans la difficulté vis-à-vis de son rôle de père et qui est aussi dans la difficulté dans son rôle de maire. Et c'est tant bien que mal d'amener les touristes sur l'île, d'amener un peu sa vision d'une communauté soudée. Il n'y arrive pas trop, mais peut-être que ça va évoluer au cours de la série. Le deuxième personnage, c'est Patricia, jouée par Kate O'Flynn, qui est elle aussi dans un rôle de membre de cette communauté qui est un peu délaissée, qui a du mal à s'intégrer, qui a du mal à se faire des amis, qui a du mal à connaître les gens, aller vers les autres. Elle est un peu mise à l'écart, elle n'est pas à l'aise dans les situations sociales, elle a du mal à s'intégrer, enfin elle est un peu maladroite. On apprendra au fil de la série qu'il y a eu un événement qui a un peu à l'origine de tout ça. Le troisième personnage principal, c'est Whit, le vieux sorcier du village, joué par Stephen Root. Alors sorcier, c'est une image bien sûr, le mec n'est pas sorcier, mais c'est-à-dire que c'est le garant un peu de l'histoire du lieu. C'est lui qui va prévenir le maire au début de l'histoire en lui disant il faut faire attention, il faut sonner l'alarme, il faut que les gens soient en couvre-feu, il faut un peu protéger les gens de la communauté parce que l'île est hantée et elle va vous tomber dessus sévère. Et bien sûr, le maire n'écoute rien. Par la suite, va se passer plein de choses. Alors, pourquoi c'est bien Widow's Bay? Alors, déjà, la première raison qui fait qu'on aime une série, je l'ai dit, je le répète, ce sont les personnages. Les 3 personnages que je viens de mentionner portent l'histoire, on a envie de les retrouver, particulièrement donc Michael Rice qui joue Tom Loftis, donc le maire, qui est vraiment le cœur de la série. C'est avec lui que va se dérouler l'intrigue, que la majorité des événements vont arriver. Il y a quand même une belle place qui est réservée à le personnage joué par Kate O'Flynn, donc Patricia. Sur les 10 épisodes de la série, on a 7 épisodes où le maire est le personnage principal, donc Loftis. On a 2 épisodes menés par Patricia principalement, et on a un épisode qui est un peu une sorte de retour en arrière, qui revient sur le passé, sur les origines de la malédiction. Les malédictions qui touchent l'île. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que se partage l'histoire, mais vraiment, Michael Rice, superbe performance. Un peu dans le rôle de l'anti-héros, le gars qui est pas apprécié, le gars qui a un peu du mal à s'imposer, pas du tout le héros, il a peur dans la majorité des situations, il sait pas quoi faire. Au fil de la série, il a bien sûr se découvrir du courage, donc son arc est assez intéressant aussi. Je dévoilerai pas non plus tout ce qui se passe au niveau personnel avec son fils, que j'ai trouvé assez intéressant aussi. Je sais qu'il est dans la série The Americans, mais à part ça, moi, je l'avais jamais joué. Bon petit sosie de James McAvoy, quand même, Michael Rice. Je veux dire, peut-être le front, peut-être les yeux, le front. Kate O'Flynn, super performance. Elle porte 2 épisodes aussi, dont un épisode quasiment, alors là c'est une méga référence à Carrie pour moi. Elle prépare une soirée, et voilà, on suit vraiment l'évolution de la préparation de la soirée avec tous les enjeux que ça représente pour elle d'intégration et de se faire accepter par la communauté. Et donc après on va voir la soirée, la fête. Il y a une grosse référence à Carrie, bien sûr, ça veut pas dire que ça va se passer comme dans Carrie. C'est l'un des meilleurs moments de la série. Et puis à côté de ces 2-là, il y a le personnage de Stephen Root, qui est assez connu pour ses rôles notamment dans Dodgeball et surtout Office Space. Ouais, c'est le même mec. C'est le même mec. Il tient un peu le rôle que Robert Shaw avait dans le personnage de Flynn dans Les Dents de la Mer, du gourou qui arrive, qui va prévenir, du vieux sage, et qui le protagoniste va se tourner lorsqu'il va falloir faire face aux événements. Et vraiment, il est excellent et complète parfaitement ce trio d'acteurs. D'autres performances par-ci par-là, selon les moments, on va aussi un peu compléter les bonnes performances du trio, notamment Betty Gilpin, qu'on avait vu dans The Hunt, qui est un épisode vraiment, l'épisode de Retour en arrière, qui lui est un peu dédié. Super performance, toujours vraiment à l'image de la série. De toute façon, les 4 acteurs que je viens de citer sont vraiment ce moule tout à fait dans l'ambiance de la série, qui est vraiment la plus grande force de cette série. C'est cette ambiance et ce juste milieu entre l'horreur et la comédie. C'est une série d'horreur, oui. Est-ce que ça fait peur?
par moments, c'est un peu inquiétant. C'est un peu, on n'est pas à l'aise, on est un peu comme un train fantôme. On n'a pas non plus, on n'est pas terrifiant. On joue un peu à se faire peur. Il y a des moments qui sont quand même assez efficaces. Toujours un peu dans cette foule de références qu'elle va piocher. Katie Dippold, qui est donc la showrunner de la série, ancienne scénariste de Parks and Recreation, qui apporte justement un peu toute sa touche comique à la série. Et aussi également les différents réalisateurs de la série. On a 4 réalisateurs principaux. Hiro Murai, réalisateur japonais, que moi je connaissais pas très bien personnellement, mais qui réalise les meilleurs épisodes. Je crois qu'il réalise les 3 premiers et peut-être 1 ou 2 à la fin. Vraiment, il lance parfaitement la série. Et je pense que ce mélange un peu savant entre l'horreur et la comédie, et cette comédie un peu décalée et cette horreur franche qui par moments arrive, hein, il y a, je pense, à 1 ou 2 moments notamment vers le début de la série qui sont quand même assez... Ils sont pas mal, hein. Donc je pense que Hiro Murai a vraiment une touche intéressante. On a aussi un épisode réalisé par Ty West, quand même. C'est le réalisateur de la trilogie X, Pearl, Maxine. On sait de quoi le gars est capable, notamment avec Pearl. Et lui aussi est capable de temps en temps d'apporter de la comédie un peu malaisante au sein d'une horreur assez pure. Vraiment, je pense que c'est un peu les 2 signatures que je retiens. Le tableau des réalisateurs est complété par Andrew DeYoung et Samuel Donovan. Voilà, j'ai pas été aussi... franchement emballé par ce qu'ils ont proposé, même si on est quand même sur du correct, hein, mais je veux dire vraiment par rapport au sommet notamment proposé par Hiro Murai, j'ai trouvé que voilà, c'était pas forcément à la même hauteur. Cette série, de par son ambiance, de par son personnage, de par quelques petites touches d'or assez quand même fortes au fil de la série, est extrêmement efficace. Il y a aussi un côté assez intemporel dans Widow's Bay, c'est-à-dire que il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de signe de modernité, on pourrait dans les années 50, 60, 80. Voilà, il y a un peu ce côté perdu dans le temps, justement, ce qui sert un peu l'isolation, ce qui sert un peu le côté emprisonnement que peuvent ressentir les personnages. Au niveau des références, Twin Peaks quand même, avec ces personnages hauts en couleur, un peu exubérants, mais un peu décalés, mais avec une vraie menace qui plane derrière, avec des secrets qui entourent la communauté. Les Dents de la Mer, bien sûr, avec le côté voilà, ville en bord de mer, où une menace arrive et des conflits entre les gens qui veulent... voilà, tout fermer, couvre-feu ou continuer à vouloir attirer les touristes. Donc clairement, on pense à les Dents de la Mer est une claire référence. Je l'ai dit, Carrie, on y pense aussi. Vendredi 13, ça, The Grudge par moment, le cinéma japonais, The Grudge Pulse dans son ensemble. Moi, j'ai vraiment vu une belle référence tout au long de la série. J'ai vu vraiment la patte de The Wailing, donc le film de Na Hong Jin, le film coréen sorti en 2016. The Strangers en VF. Ouais, The Strangers en VF, ouais. Avec ce mélange assez habile d'horreur et de comédie, le côté communauté insulaire, le côté menace qui plane, qui se précise au fur et à mesure. J'ai vraiment pensé à The Wailing, tant le ton était assez similaire, transposé forcément dans l'Ouest, et c'est une très belle référence. Donc vraiment, c'est bourré de références, je les ai sûrement pas toutes vues, mais elles sont savamment dosées, elles sont bien amenées, et le tout est très cohérent, par peut-être un épisode vraiment en mode slasher que j'ai pas trop apprécié, pourtant j'aime beaucoup les slashers. J'ai trouvé que cet épisode vraiment, son ambiance détonnait un petit peu avec le reste, c'est un peu l'un des points négatifs donc c'est l'épisode 8, sachant qu'effectivement la saison, je dirais entre l'épisode 7, 8, 9, ça patine un peu. Ça revient au meilleur niveau pour le dernier épisode. Il y a vraiment une belle fin pour cette première saison. Mais c'est bon, là, comme beaucoup de séries, hein, c'est toujours dur d'être bon dans la durée, d'être à un même niveau de qualité, parce que ça commence très très fort. Les 4 premiers, voire 5 premiers sont vraiment excellents. Vraiment, pour moi, ça forme un tout cohérent et quasiment toutes les références que la série propose d'anthologie, d'horreur. Au niveau des thèmes, on retrouve des personnes qui sont très isolées, à la fois physiquement, mais aussi psychologiquement. Donc les 2 personnages principaux, hein, que sont donc, Loftis et Patricia, ils sont pas vraiment intégrés dans leur communauté, ils sont pas vraiment acceptés, leur estime de soi est pas vraiment au top. Ça va changer potentiellement un petit peu au fil de la série. J'en dis pas plus. Il y a aussi un peu, alors forcément une malédiction qui pèse sur cette île, donc il y a un peu le thème de filiation et d'héritage qui est assez présent également. Et puis aussi forcément en parlant de filiation, il y a un peu la relation paternelle entre Loftis et son fils qui est aussi l'un des axes, un des thèmes centraux de la série. Au niveau point négatif, je l'ai dit, les épisodes 7, 8, 9 sont pas forcément au niveau. J'ai aussi trouvé que les scènes avec le fils de Loftis et ses amis, franchement, on peut les zapper celles-ci, et justement elles apparaissent beaucoup dans les épisodes 7, 8, 9. La série est vraiment bien écrite dans son ensemble, c'est l'une des forces. Par contre, s'il vous plaît, les créateurs de séries, il faut vraiment arrêter d'écrire des personnages d'ados comme ça, aussi débiles, hein, et nous faire passer du temps avec eux, s'il vous plaît.
arrêtez. Donc voilà un petit peu mon avis pour Widow's Bay. On a vraiment affaire à une série très sympa. Il y a vraiment un ton, une ambiance, je peux parler de la photo, vraiment très belle à regarder. C'est notable pour Apple parce qu'Apple nous a quand même sorti des méga boosts récemment au niveau technique. Donc vraiment, superbe photo, super ambiance, bonne musique, bonne mise en scène, des personnages attachants qu'on a envie de suivre. Donc vraiment une série sympa. Parce qu'il y a une petite baisse de niveau au niveau des épisodes 7, 8, 9, je pense que je vais mettre un 7 sur 10 seulement, mais on n'est pas vraiment passé loin du 8. Vraiment une série que j'ai pris plaisir à regarder dans l'ensemble du début à la fin. J'attendrai impatiemment la saison 2 et donc c'est une très bonne surprise. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, merci. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait ici avec Cinéphage. On sort en général une vidéo par semaine, voire plus si on se motive. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.